Bien, alors, donc on va reprendre notre petit séminaire. Merci de vous avoir déjà installé, puisque j'allais vous introduire, mais voilà, on est déjà bien parti, c'est très bien, j'ai pas besoin de vous appeler. Euh, la deuxième table ronde donc, que nous allons démarrer cette fois, elle va être effectivement sur une approche beaucoup plus de pistes d'action. D'accord. Comment nous devenons, par des pistes d'action très concrètes, beaucoup plus attractifs pour nos professionnels. Et donc, nous avons effectivement une multitude d'intervenants, beaucoup plus que sur la première table ronde, puisque nous accueillons Maë Bossu, co-créatrice de podcast Story RH, Quentin Zis, psychologue chez Équilibre, notre directrice et collaboratrice Elisabeth de Charnacé, Marie Lang, infirmière au pôle autisme. J'interviendrai moi-même sur une thématique attachée au management avec Adrien Larrey, chef de service au CESAD de Nisia. Je passe la parole au dernier intervenant que j'introduis, donc Clovis, qui est directeur d'un de nos établissements et qui va donc animer cette deuxième table ronde. Merci. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous donc pour cette table ronde qui a pour objectif donc de présenter des pistes d'action et de partager les expériences des différents intervenants donc pour rendre plus attractifs nos métiers, nos établissements. Dans un premier temps, je vais vous faire un rapide retour d'un groupe de travail qui a eu lieu entre les directeurs chez Vivre et Devenir, de façon à dresser un petit peu aussi le constat de ce qu'on pouvait identifier en termes d'évolution, de pratiques et de pistes d'action sur cette thématique. Un petit rappel avant de débuter, vous pouvez donc nous adresser vos questions sur l'adresse séminaire@vive-devenir.fr et bien entendu également par le chat. Le rapide état des lieux donc, qu'on va poser et donc finalement une évolution qu'on a constatée en 10 ans, comme ça avait été présenté en début d'après-midi, avec finalement, il y a 10 ans, des candidatures qui arrivaient de façon spontanée sur les établissements, notamment pour les métiers paramédicaux et médicaux. Et puis aujourd'hui, finalement, des candidatures sur certains métiers qui pouvaient se faire rares, voire inexistantes, avec un ressenti différent en fonction des corps de métier. Ce qu'on a essayé de qualifier rapidement sur le support que vous pouvez identifier. On a identifié principalement trois causes à l'origine finalement de ces difficultés. Une première qui est liée finalement au contexte, au marché du travail, à l'environnement, pardon. Une seconde qui est plus directement liée à l'attractivité de notre secteur et des métiers. Et enfin, un dernier qui sont des éléments de contexte, notamment avec les événements que nous connaissons depuis 2 ans, qui viennent finalement amplifier les tendances qu'on a pu dresser sur le support qu'on partage avec vous. En termes de pratiques, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont spontanément développées sur nos établissements pour faire en sorte d'attirer, de fidéliser les professionnels depuis des années. Ces principales pratiques, on peut les résumer à travers également 3 thématiques, donc la formation, les conditions de travail qu'on va proposer, et puis l'enjeu du lien et du sens qui a été également évoqué dans les échanges précédents, et qui est en effet un élément central. Donc sur la formation, tout un accompagnement qui est identifié vraiment comme un levier de fidélisation et puis d'évolution des compétences. Les conditions de travail qui sont également un enjeu pour que les professionnels viennent sur un établissement, s'y épanouissent et y restent. Et puis enfin, l'enjeu du lien avec l'image de la structure, le bouche à oreille, le travail en réseau, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou avec l'environnement. On a également qualifié un recours à l'intérim, qui était quelque chose de très fréquent, et à la vacation. Et enfin, pour illustrer les quelques pistes d'action que les directeurs souhaitent renforcer dans les années à venir, on avait dressé finalement trois grands axes: l'axe managérial, l'axe de l'innovation et l'axe également de la mutualisation quand on a la chance d'appartenir à une association où il y a un grand nombre d'établissements. Donc que ce soit à travers le développement de la qualité de vie au travail, le développement de la marque employeur, comme on a pu l'évoquer, à travers également
voilà, de l'innovation avec des nouvelles pratiques, et que ce soit pour recruter ou également pour exercer au quotidien. Et enfin, les logiques qu'on peut mettre en place en termes de collectifs au sein des établissements. Une fois qu'on a pointé ces pistes d'action, donc on va avoir la chance de partager les expériences de nos participants. Et on va commencer donc par Madame Maë Bossu, qui va nous présenter un petit peu comment les politiques RH peuvent contribuer à l'attractivité des métiers. Merci beaucoup. C'est bon, le micro fonctionne ? Super. Ce que je fais n'a aucun sens. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de la... Ce que je fais n'a aucun sens. Normal, me direz-vous, quel sens est-ce que je peux tirer d'une école de commerce, du conseil ? Et en plus, maintenant, je fais des podcasts. Alors autant vous dire qu'en fait, j'amuse la galerie. Ce que je fais n'a aucun sens. Normal, donc, me direz-vous, sauf que c'est pas moi qui ai prononcé cette phrase à mon Noël dernier. Cette phrase, elle m'a été dite par mon amie d'enfance, qui est éducatrice spécialisée. Ce que je fais n'a aucun sens. Comment c'est possible ? Alors moi, évidemment, je suis montée sur mes grands chevaux et je lui ai expliqué, je lui ai rappelé tout ce qu'elle nous disait, tout ce sur quoi elle nous bassinait depuis des années, en disant qu'elle était quand même là pour accompagner, pour faire grandir, pour éduquer, pour donner des clés de lecture à des enfants dans une société qui les renvoie perpétuellement à un trouble, à une dépendance, à un handicap. Elle est éducatrice spécialisée dans un IME à Saint-Étienne qui s'occupe d'enfants sourds. Comment ce qu'elle fait ne peut avoir aucun sens ? Alors, au début, elle m'a écoutée, puis au bout d'un moment, elle a soupiré et elle m'a demandé à mon tour, l'écouter. Et elle m'a raconté les injonctions contradictoires. Elle m'a raconté les collègues épuisés. Elle m'a raconté les évolutions des publics qu'elle accompagnait, qui évoluent beaucoup plus vite que les institutions elles-mêmes, que les formations. Elle est diplômée depuis 3 ans, ou même que les pratiques de ses collègues, qui sont là depuis des années. Elle m'a raconté les besoins de ressources et les problèmes de rentabilité. Alors après être montée sur mes grands chevaux, je l'ai effectivement écoutée et en fait j'ai reconnu les 3 sources du mal-être au travail. Absence de sens, sentiment d'impuissance, sentiment d'injustice. J'ai reconnu ces 3 sources de mal-être puisque moi-même je les ai déjà rencontrées dans mon parcours personnel, professionnel, et puis parce qu'on les retrouve dans quasiment toutes les équipes qu'on peut accompagner dans le secteur privé comme dans le secteur public. Ces 3 sources du mal-être, absence de sens, sentiment d'impuissance et sentiment d'injustice, en fait, ça peut effrayer, mais ça donne une grille de lecture qui peut aussi être très intéressante quand en fait on la retourne et quand on la regarde à l'envers et qu'on se dit, en fait, ces 3 sources-là peuvent finalement devenir motrices. Si le sentiment d'absence de sens est source de mal-être, alors portons le sens, expliquons-le. Si le sentiment d'absence, d'injustice est source de mal-être, alors à ce moment-là, rétablissons l'équilibre, veillons à l'équité. Si le sentiment d'impuissance est source de mal-être, alors donnons les moyens d'agir, mais surtout donnons la place pour le faire. Ces 3 sources de mal-être, si on les regarde à l'envers, deviennent donc 3 piliers sur lesquels construire notre action, construire nos politiques RH. Sens, moyens et reconnaissance. Et d'ailleurs, les intervenants de tout à l'heure en parlaient, pas forcément dans ces termes-là, mais ils tournaient tous les 3 autour de ce sujet-là, du sens, de la reconnaissance et des moyens à disposition. Si on commence par le sens, dans certains secteurs d'activité, et dans le vôtre en particulier, le sens paraît évident. Mais en fait, même quand il paraît évident, en fait, il ne l'est pas tant que ça. Ou du moins, il ne l'est pas pour tout le monde. Ou alors, tout le monde ne va pas porter exactement le même sens. On ne va pas toujours mettre exactement la même chose derrière ce sens-là. Or, pour avancer, et pour avancer dans la même direction, on a besoin d'un cap, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de ce sens-là. Je fais une
petite analogie, mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. 2 chevaux qui sont attachés à la même calèche, mais dans des sens opposés. Ils tirent tous les deux la même calèche dans des sens opposés. Ils produisent énormément d'efforts pour très peu de résultats, voire pas du tout de résultats, puisque la calèche n'avance pas du tout. En fait, c'est la différence entre collaborer et coopérer. Collaborer, c'est produire des efforts ensemble, là où coopérer, c'est construire une œuvre ensemble. Et ce qu'on cherche à faire, c'est pas à faire des efforts, mais c'est bien à construire quelque chose tous ensemble. Sauf que pour ça, on a besoin de savoir dans quelle direction attacher les chevaux. On a besoin de savoir dans quelle direction est-ce qu'on va. Donc on a besoin finalement de ce sens commun. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se mettre à faire exactement la même chose au même moment. Chacun va garder ses responsabilités, va garder ses spécificités, mais la direction dans laquelle on avance, la finalité, elle est commune. Le directeur ou la directrice d'établissement, le personnel, qu'il soit médical, qu'il soit éducatif, qu'il soit administratif, garde évidemment ses propres activités, ses propres responsabilités, mais avec une finalité commune, qui va être déclinée en responsabilités différentes sur un poste, dans ce qu'on appelle la fiche de poste. Du coup, en termes RH, ou en termes en tout cas de politique, la première question qu'on a à se poser, c'est quel est ce sens commun, quelle est cette finalité commune que l'on poursuit. Qu'est-ce que ça veut dire finalement et pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble à vouloir travailler tous ensemble dans la même direction ? Prendre soin de notre public, prendre soin des usagers ou des résidents. D'accord ? Ça vous paraît peut-être évident, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi individuellement ? Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tous ensemble ? Si on veut parler très concrètement en termes RH, c'est déjà commencer par les fiches de poste et de se poser la question, est-ce que nos fiches de poste traduisent bien cette finalité commune que l'on vise ? Est-ce qu'on est sûr que mes activités, à moi, s'inscrivent bien dans cette finalité commune ? Ce qu'on va se dire ensuite, c'est de dire, ok, super, ça c'est une première étape, avoir une jolie phrase ou même un joli paragraphe pour décrire cette finalité. Par contre, à aucun moment, ça ne va suffire. Il faut ensuite que chacun comprenne bien ce que cette finalité-là veut dire. En fait, comprenne bien le sens de cette finalité. Et là, vous allez vous dire, comprendre le sens du sens, ça commence à faire beaucoup et c'est un peu paradoxal. En fait, pas tant que ça. Comprendre le sens du sens, c'est finalement le rôle de pédagogie d'une équipe dirigeante, d'une équipe encadrante. C'est s'assurer qu'on partage tous un vocabulaire commun, s'assurer qu'on comprend tous la même chose dans les actions qu'on doit mener. En fait, on a tous, et je pense que je vous apprends rien, mais on a tous des biais, des préjugés, des représentations qui vont être partielles, qui vont être erronées. On a tous notre propre vocabulaire. Et donc, quand on nous dit quelque chose, on interprète, on déforme, on le remanie à notre sauce. Donc, avoir une finalité commune, c'est bien, mais avoir une interprétation commune de cette finalité-là, c'est encore mieux. Mais là encore, on est monté peut-être sur la 2e marche, mais on n'est encore pas arrivé jusqu'au bout du chemin. Il y a encore un peu de travail à faire. C'est porter au quotidien cette finalité-là. Une fois qu'on s'est accordé sur la finalité, une fois qu'on s'est dit « Ok, très bien, on va tous dans cette direction-là », faut qu'on s'assure que pas à pas, on ne se trompe pas de chemin et que pas à pas, on avance bien dans cette finalité. Alors, ça ne veut pas dire y consacrer un temps dont on manque tous cruellement. Mais c'est simplement se dire, en fait, à chaque décision qu'on doit prendre, des plus stratégiques aux plus terre-à-terre, aux plus opérationnelles, aux plus quotidiennes, est-ce que la décision qu'on est en train de prendre sert bien la finalité que l'on poursuit ? Est-ce que pas à pas, j'avance bien dans la direction commune sur laquelle on s'est accordé ? Et c'est finalement là, la première question qu'on doit se poser, celle du sens. C'est le premier pilier. En revanche, le sens ne fait pas tout. Et c'est bien d'avoir un sens et une finalité commune, mais on a dit qu'il y avait 3 piliers. Et donc, il faut aussi travailler évidemment sur les 2 autres, les moyens et la reconnaissance. Pour travailler sur les moyens, alors on n'a pas toujours besoin de beaucoup de moyens, rassurez-vous.
évidemment que c'est le premier aspect. On va avoir besoin d'un minimum de moyens financiers, de moyens matériels, de temps, dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est que le premier aspect. Il y a un deuxième aspect aussi qu'on oublie souvent, qu'on martyrise souvent, c'est la question de l'autonomie. Alors l'autonomie, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, comme on l'entend quand on veut, etc. Mais c'est vraiment de se dire quelle est finalement ma zone de responsabilité, quel est finalement l'endroit dans lequel je peux prendre des initiatives et agir dans cette finalité, dans cette perspective, cette finalité dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, Clément de À l'Envie, tout à l'heure, quand il parlait d'équipes semi-autonomes ou d'équipes en autogestion, il pousse cette autonomie-là très loin. Moi, ce dont je parle, on peut aller jusque-là, mais ce dont je parle, c'est même dans des équipes hiérarchiques, même dans des équipes pyramidales, la question de l'autonomie reste centrale. On a tous besoin d'avoir une zone dans laquelle on est capable d'exercer notre propre libre arbitre et de faire des choix face à une situation donnée. Et c'est de cette autonomie, finalement, dont je parle. L'idée, c'est pas de dire on donne les pleins pouvoirs à tout le monde, à toute personne sur le terrain, en faisant fi complètement de toutes les contraintes, qu'elles soient administratives, qu'elles soient légales, qu'elles soient financières. Mais c'est de se dire comment est-ce qu'on peut donner plus d'autonomie ou une meilleure autonomie aux personnes sur le terrain pour justement lutter contre ce sentiment d'impuissance que certains peuvent avoir parce qu'ils ont l'impression d'être pieds et poings liés et de ne pas pouvoir avancer. Ça pose la question finalement du cadre. Comment est-ce qu'on encadre cette autonomie-là ? Donc quelles sont les normes, quelles sont les règles, les principes communs que l'on partage ? Ça suppose donc de les expliquer pour que chacun se les approprie, pour que chacun puisse les mettre en œuvre. Mais ça suppose aussi de faire confiance. De faire confiance aux équipes sur le terrain, de faire confiance dans ce que Barry Schwartz, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, mais Barry Schwartz parle de sagesse pratique. En fait, il nous dit que c'est la capacité d'une personne, dans une situation donnée, à faire mieux que ce qui lui est demandé, au nom de l'intérêt ou au nom de l'idée qu'elle se fait de l'intérêt général. Au nom de l'idée qu'elle se fait de l'intérêt général. Si là, on n'est pas en train de revenir sur la question du sens clair et partagé par tous. En fait, on est vraiment sur cette question-là. Et au fond, cette question de l'autonomie, elle nous pose non seulement la question de la confiance, mais aussi la question du risque. Quel risque est-ce que je suis prêt à prendre au nom de l'idée que je me fais de l'intérêt général ? Quel risque est-ce que je suis prêt, moi, à prendre en tant que directeur ou directrice d'établissement, en tant que RH, en tant que manager, mais aussi en tant que personne sur le terrain, dès que je vais prendre une initiative, dès que je vais prendre une décision ? En fait, au travail comme en amour, faire confiance, ça demande de prendre un risque. Ça demande de s'en remettre à l'autre, à ses décisions, à ses jugements, à ses prises d'initiative. Et avec le risque, donc, on touche la question du contrôle. Et là, on a deux possibilités, deux extrêmes. Soit on se dit, on verrouille tout, on contrôle tout, on cloisonne, et on risque de tuer dans l'œuf et tuer de l'intérieur le sens même de ce qu'on faisait, de ce qu'on est en train de faire. Ou alors au contraire, on se dit, on ouvre tout, on décloisonne complètement, on va faire en sorte de tout libérer. Certains utiliseraient beaucoup ce mot-là sur le courant de l'entreprise libérée. On cherche à tout libérer. Et là, on risque le chaos, la destruction de ce qui nous unit en tant que collectif. En fait, la question, au fond, c'est celle de l'équilibre entre la norme, d'un côté, et la vie, de l'autre. En fait, on a besoin de normes, tous dans une société, on a besoin de normes pour faire société. Donc on a besoin de règles qui vont venir encadrer, qui vont venir nous permettre de limiter le risque. Mais on a aussi besoin de contourner les règles, ou en tout cas de tourner autour. C'est l'élasticité par rapport à la règle. C'est de se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour faire bien. Et là encore, au nom de l'idée que je me fais de l'intérêt général. Tout en veillant à ce que l'élastique ne casse pas. Sinon, on s'éloigne trop de cette norme dont on a besoin pour faire société. J'ai parlé du sens, j'ai parlé des moyens. Il reste donc le troisième pilier qui est celui de la reconnaissance. Alors, il y a forcément, et on ne pourra pas y échapper, la question de la reconnaissance financière. Mais on sait que là, pour le coup, notre autonomie, ou en tout cas nos marges de manœuvre, sont très limitées sur le sujet.
Mais il y a un deuxième aspect de ce pilier-là, et là encore qu'on oublie parfois, c'est celui de la reconnaissance morale. Dire merci, dire bravo. Combien de fois est-ce qu'on le fait au quotidien avec nos équipes ? Est-ce qu'on laisse seulement la place à cette reconnaissance-là d'exister concrètement, de s'exprimer au quotidien entre les équipes elles-mêmes et entre les équipes et la direction ? Alors, merci et bravo, ça ne suffira pas, hein, ça ne suffira jamais. J'aime bien être utopiste, mais pas à ce point-là. Mais en revanche, ne pas le faire du tout, ou le manque sur ce sujet-là, va venir renforcer ce sentiment de mal-être dont je vous parlais au début. Parfois, la reconnaissance, elle vient d'ailleurs pas du terrain elle-même, elle vient pas que de la direction, elle peut venir aussi du terrain. J'ai par exemple mon frère kiné en EHPAD qui me racontait un jour qu'une petite mamie s'est assise toute seule et lui a souri, et que c'était la plus belle reconnaissance qu'il pouvait en tirer. Le simple sourire de cette personne-là, parce qu'il estimait que le sens de son travail, au-delà des soins qu'il lui prodiguait, que le sens de son travail, c'était de la faire sourire. Et il prenait ses pauses à marcher dans le jardin de la résidence avec cette petite mamie et avec d'autres résidents de l'EHPAD pour simplement leur faire quelques pas ou s'asseoir sur un banc et discuter en fumant sa cigarette. Et là, l'administration a eu suivant les EHPAD dans lesquels il était, a eu deux attitudes possibles. Le réprimander, on ne fume pas avec les patients, même dehors, même dans le jardin et même avec une certaine distanciation sociale, ou le féliciter, le remercier pour simplement le temps qu'il prend, dont il n'est pas obligé de prendre, qu'il prend sur son temps personnel, sur son temps de pause, et donc l'engagement dont il fait preuve au quotidien avec les patients. En fait, ce dont je parle quand je reviens sur la question des politiques RH, je ne parle pas tant de grandes politiques RH ou de grandes machines administratives, mais simplement d'un sens humain, d'un peu de prise de recul et de bienveillance. Mais la vraie bienveillance, pas celle qui consiste à dire que tout est bien, celle qui consiste à chercher à faire progresser l'autre, nous-mêmes et le collectif dans lequel on s'inscrit. En fait, c'est cette volonté finalement de dire qu'on va travailler sur ces trois piliers-là, sens, moyen, reconnaissance, avec l'idée de réduire l'écart entre l'idée que les gens se font du métier qu'ils exercent et ce qu'ils expérimentent concrètement au quotidien. Et cet écart-là, parfois, il est énorme. En fait, on recrute, on attire des gens sur une idée. On attire des gens sur une promesse. Alors parfois, ce n'est pas nous qui formulons cette promesse-là. Ils ont déjà une idée avant de venir. Ce n'est pas nous qui leur avons dit « venez faire du social ». Ils se sont fait une idée de ce que ça pouvait représenter et ils sont là. Ils sont là, on les recrute, ils sont déçus, ils partent et après on a du mal à les remplacer. Parce que l'idée qu'ils se faisaient du métier auquel ils avaient postulé, en fait, est en contradiction avec ce qu'ils expérimentent concrètement. Donc il y a deux mouvements à faire finalement. Il y a un premier mouvement qui est un discours de vérité. Tout à l'heure, on parlait de discours de vérité. Il y a un mouvement qui est de parler, finalement, d'expliquer de revenir sur Terre et de dire voilà les contraintes auxquelles on est confronté et d'avoir ce discours de preuve, de vérité. Et le deuxième mouvement qui est de travailler concrètement sur les conditions de travail, les moyens et la reconnaissance. Je dis deux mots en conclusion. Quand je parlais en introduction de mon amie éducatrice spécialisée, à aucun moment elle m'a parlé de revalorisation salariale. Ce dont elle m'a parlé, par contre, c'est qu'elle m'a dit en fait, il y a des moments où je me dis que je vais aller vendre des frites au McDo, je gagnerai le même salaire, mais par contre, j'aurai beaucoup moins de charges émotionnelles. Ce qu'elle me disait à ce moment-là, c'est qu'elle ne retrouverait pas plus de sens au McDo, bien évidemment, mais en revanche, elle garderait son énergie pour l'investir ailleurs, bénévolement, et que le job, lui, il sera que alimentaire. Et qu'elle continuera à changer d'institution encore et encore jusqu'à essayer de trouver une institution qui répondra justement à ce besoin-là de sens, de moyens et de reconnaissance. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Après
cette présentation, on va donc avoir l'équipe du pôle autisme qui va nous présenter un petit peu l'action qui a été mise en place avec Monsieur Ziz, du cabinet Équilibre, pour justement travailler sur le levier qui est améliorer le bien-être au travail. Alors, on va vous présenter la démarche qu'on a menée donc, avec le soutien du cabinet Équilibre ces derniers mois au sein du pôle autisme à Paris. Donc, juste un élément de contexte. Donc, le pôle autisme, c'est 3 établissements. Donc, un IME qui accueille des adolescents avec autisme et 2 CESAD qui accueillent des jeunes enfants entre 18 mois et 12 ans. On a ouvert le pôle autisme en 2017 dans un contexte assez particulier, donc d'une politique qu'on connaît bien au sein de l'association, donc zéro sans solution, donc d'accueil de personnes qui présentaient des troubles du comportement sévère et qui ne trouvaient paradoxalement pas de solution. Et donc à l'ouverture, on a vraiment pris notre part dans ce changement et accueilli des jeunes qui étaient en rupture de parcours, qui présentaient des profils complexes en termes d'accompagnement, qui étaient au domicile depuis longtemps, qui pouvaient sortir d'hospitalisation. Et on s'est engagé dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. On est rapidement... on est monté en compétence sur l'accompagnement de ces troubles. Mais on s'est rendu compte au bout de les premières années de fonctionnement, qu'on manquait de formation pour accompagner ceux qui accompagnent. On avait beaucoup d'accidents de travail, un turnover important. On a constaté des situations pour les professionnels de traumatisme qu'on n'a parfois pas repérés. Pas suffisamment accompagnés, des professionnels qui ont pu partir alors qu'ils étaient extrêmement motivés, manifestement usés par le travail. Donc on a, à la faveur d'une rencontre avec le cabinet Équilibre, décidé de mettre en place une vraie démarche pour progresser là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est impuissant. On a parlé des salaires, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire. Et on a vraiment cette responsabilité d'aller chercher toutes les marches de progrès en termes de qualité de vie au travail pour les professionnels. On a choisi le cabinet Équilibre parce qu'il est spécialiste des enjeux humains au travail. Et parce qu'il n'était pas spécialiste du secteur médico-social, ça nous semblait important d'avoir un regard vraiment extérieur. Et donc, on s'est donné 3 objectifs. Le premier, se former. On est expert de l'accompagnement des personnes avec autisme, mais on se rend bien compte qu'on manquait de formation et de culture partagée sur ce que c'est les risques psychosociaux et comment on peut les prévenir. Deuxième objectif, analyser, pouvoir se situer. De manière évidente, les équipes étaient fatiguées, mais il y a plusieurs familles de risques psychosociaux. Qu'est-ce qui constitue nos forces déjà existantes pour les prévenir et quels sont les gros points d'alerte sur lesquels on pourrait travailler. Et troisième objectif, trouver des axes d'amélioration, bien sûr, qui puissent vraiment nous permettre de mieux conjuguer cette mission qui nous tient à cœur, tout en améliorant le bien-être des équipes. Et je vais passer la parole à Quentin qui va vous faire le retour de ces groupes d'analyse. Merci Elisabeth. Donc bonjour à tous. En premier lieu, je tenais quand même à remercier au nom d'Équilibre Monsieur Christophe Douéneau, Elisabeth, Marie, tous les membres du COPIL et toute l'équipe pour avoir participé à cette démarche et donné autant de temps et d'énergie. Alors, cette démarche, c'est une démarche de prévention des risques psychosociaux et d'un point de vue conceptuel, en une phrase, de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux? On parle de toutes les situations qui pourraient à un moment potentiellement générer du stress, de la violence externe, c'est-à-dire provenant de quelqu'un qui est extérieur à l'association, ou de la violence interne
peut-être des conflits entre collaborateurs de l'association. À l'origine de ces situations, on a les déterminants du travail, on a les facteurs de risque, et ces facteurs de risque, ils peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale, la santé physique et sur les comportements. Donc, pour plus d'informations, vous aurez sur la slide le site d'Équilibre et le site de l'INRS. Mais ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans les différentes étapes de cette démarche qui sont affichées ici. Donc, tout commence avec le cadrage. Le cadrage avec le COPIL, il a consisté à répondre à un certain nombre de questions. Ces questions, c'est qui va participer, comment, dans quel contexte, dans quel calendrier, et plein d'autres. Au regard des enjeux, les membres du COPIL ont souhaité que vraiment tous les membres de l'association puissent être associés. C'est pour ça que dès septembre, on a invité une partie des collaborateurs à des demi-journées de sensibilisation sur les risques psychosociaux. Et dans un deuxième temps, on a invité le reste des collaborateurs à travers 7 unités de travail dans des ateliers où ils ont pu échanger sur les déterminants de leurs conditions de travail, ce qui va bien et ce qu'il y aurait peut-être à améliorer. Dans un second temps, on a récupéré tous ces résultats et on les a analysés au sein du cabinet Équilibre pour pouvoir les restituer d'une part au comité de pilotage, mais aussi d'autre part à toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers. Et à date, la dernière étape de cet accompagnement, ça a été de pouvoir participer dans une démarche collaborative avec les membres du comité de pilotage et les participants aux ateliers à réfléchir aux idées d'action concrètes qui pourront être mises en place. Bon. Dans une démarche de ce type, il y a différents ingrédients qui vont faire la réussite. Je peux en citer quelques-uns aujourd'hui. Déjà, le fait d'avoir une démarche qui est impulsée par la direction, le fait de mettre en place un comité de pilotage, le fait d'avoir une démarche participative et le fait d'avoir des règles éthiques qui vont être adaptées et claires pour tout le monde. Le comité de pilotage, il est indispensable, il doit être pluridisciplinaire et il doit permettre de pouvoir se poser les bonnes questions, de réfléchir au cadrage, à la communication, mais aussi au suivi d'une démarche de ce type-là. C'est important d'avoir des unités de travail qui sont claires. Il s'agit ici du périmètre des personnes qui vont participer aux ateliers et il s'agit d'avoir des participants qui ont des conditions de travail similaires et qui sont exposés le plus possible à des risques identiques. Et enfin, pour encadrer cette dynamique et que chacun puisse se sentir le plus libre et à l'aise, il faut pouvoir clarifier et partager ces règles éthiques. Ces règles éthiques, elles doivent définir l'anonymat, elles doivent définir la confidentialité des propos, la protection de la parole et le respect des personnes. Maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats. On a beaucoup de matière qui est ressortie de cette étude et j'aimerais mettre en avant avec vous quelques-uns. Le premier étant la fatigue. La fatigue, on a pu en parler tout à l'heure. Et ce que les résultats de cette étude ici nous montrent, c'est qu'on a demandé à chaque participant d'évaluer son niveau de fatigue en lien avec le travail dans les 2 dernières semaines. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'au niveau des équipes d'éducateurs de l'IME, plus de 80% des participants rapportent avoir ressenti dans les 2 dernières semaines un niveau de fatigue élevé ou très élevé. Au niveau des éducateurs des CESAD, ce score il dépasse les 35%. Et parmi les psychologues du pôle, ce score est au-dessus de 40%. Alors, ces résultats, ils sont à la lumière de nos autres observations sur 2021 dans le secteur du médico-social. Et cette fatigue, elle s'inscrit dans un contexte d'une charge de travail avec, au-delà de la charge de travail, le sentiment, la perception d'une inadéquation entre des moyens humains et des objectifs. Pas tant, plus spécifiquement, avec une différence entre l'effectif théorique d'une équipe, qui a été jugé dans le cadre de cette étude comme suffisant,
mais l'effectif réel du nombre de personnes qui sont réellement sur le terrain, notamment en lien avec des difficultés pour recruter et combler ces effectifs théoriques, mais aussi des arrêts de travail réguliers qui viennent réduire les équipes. Au-delà de la charge de travail, cette fatigue, elle découle aussi de ce qu'on peut appeler les exigences émotionnelles. On en a parlé un petit peu. Et ici, il va s'agir de 3 grands aspects. Les tensions avec le public. Alors, parmi le public, on a les jeunes, on a les enfants à travers les troubles du comportement, mais on a aussi tout ce qui est en lien avec les familles, avec parfois les différents prestataires, par exemple les taxis, mais aussi, dans ce cas-là, certains partenaires, certains interlocuteurs de l'éducation nationale. On a aussi une exposition, une confrontation à la souffrance d'autrui, celle des jeunes et des enfants, évidemment, mais aussi, et peut-être même surtout dans le cadre de cette démarche, la souffrance de mes collègues, qui peuvent être eux aussi en difficulté. Et enfin, la nécessité de maîtriser ses émotions face à des jeunes avec lesquels, finalement, il est parfois compliqué d'exprimer quoi que ce soit d'autre que de la bonne humeur, même si ce n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Ce qu'on sait, c'est que ces situations en lien avec les exigences émotionnelles, qu'on retrouve beaucoup dans le monde du médico-social, elles vont avoir une tendance à user le personnel. Elles vont s'inscrire dans un processus chronique, un peu à l'image d'une vague qui vient éroder la falaise, et jour après jour, elles favorisent une fatigue importante. Bon. Enfin, on a la quasi-totalité des participants qui ont tout de même parlé du sentiment de ne pas être reconnus financièrement à la juste valeur de leur travail, de leurs responsabilités et aux risques auxquels ils sont exposés. Bon. J'ai passé un petit peu de temps sur ces différents résultats et ces différents résultats en termes de contraintes, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de ressources qui ont été mises en avant. Et ces ressources, ces facteurs de protection, elles permettent aux professionnels de faire face à leurs difficultés. Parmi les principales ressources qui ressortent, on nous a parlé d'un sentiment d'appartenance puissant, avec des équipes qui se sentent soutenues par leur encadrement, mais aussi qui se soutiennent entre elles et qui, dans le cadre de ce qui nous a été partagé, perçoivent dans leur métier énormément de sens. Et je vais passer la parole à Marie pour témoigner un peu sur cette démarche. Bonjour à tous. Moi, je suis arrivée dans la démarche des risques psychosociaux. En fait, j'avais été invitée au COPIL. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je ne savais pas exactement ce que c'était que les risques psychosociaux. Donc, en fait, au fur et à mesure que Quentin nous a présenté ça, j'ai eu envie d'en connaître plus et de savoir comment les prendre en charge. Et plus la démarche a avancé au sein de la structure, plus j'ai été curieuse de savoir ce que les collègues avaient pu dire pour mieux comprendre leurs ressentis. Donc moi, dans la structure du pôle autisme, j'ai un rôle très transversal. J'interviens auprès des différentes équipes. Donc en fait, les membres des équipes viennent souvent me faire part de leurs difficultés. Et donc, le fait de pouvoir travailler sur les pistes d'action et sur cette démarche, ça me paraissait très important, en fait. En tant que membre du COPIL, j'ai pu réfléchir à l'organisation de la démarche et j'ai un regard sur les résultats de ce qu'ont dit les équipes. Donc, ça me semble important pour pouvoir réfléchir aux pistes d'action qu'on va mettre en place ensemble. Et puis de comprendre le ressenti des équipes et leurs priorités. Ensuite, je trouve que cette expérience, elle dynamise beaucoup l'équipe. On pointe beaucoup les points négatifs, mais en fait, on réfléchit surtout à comment les améliorer. Et mes collègues ont pu me faire des retours. Et ils ont apprécié ces moments de parole qui étaient assez libres, en fait. Ils étaient contents que ce soit mis en place et de pouvoir participer à l'élaboration de pistes d'action.
Par exemple, j'ai l'exemple d'une collègue qui m'a dit que quand ça a été mis en place, que tu leur as présenté la démarche, elle s'est rendue compte qu'elle était complètement la tête dans le guidon, elle n'en avait pas forcément conscience, et ça lui a permis de relativiser et de ne pas se sentir seule. Elle a bien remarqué qu'on était une équipe soudée avec elle, et que les difficultés, on est là pour les prendre en charge ensemble, en fait. Voilà, globalement, je suis très contente d'avoir participé à cette démarche. Je trouve que c'est très valorisant pour chacun d'entre nous, pour toute l'équipe, de pouvoir parler de nos difficultés, de ce qui nous tient à cœur, des projets qu'on voudrait faire. C'est intéressant de voir aussi ce qui se passe sur les différents groupes. Chaque petite entité avait des ressentis quand même parfois différents. Il y avait des choses qu'on retrouve sur chaque équipe, mais il y a aussi des choses qui diffèrent selon les petites équipes et on n'en avait pas forcément toujours très conscience. Moi, je ne suis pas une très très grande communicante, je ne suis pas forcément à l'aise avec les prises de parole et ça m'a aussi donné des clés pour pouvoir communiquer avec mes collègues sur leurs difficultés, sur ce qu'ils ressentent. Voilà. Et à présent, mes collègues et moi, on est très impatients de voir la suite de la démarche, de pouvoir travailler sur les pistes d'action qui vont être mises en place. Et d'une manière plus générale, moi, je trouve que c'est une vraie opportunité de travailler au sein d'une structure qui a envie de prendre en charge les risques psychosociaux. Et à présent, je vais laisser la parole à Elisabeth pour qu'elle nous explique la suite qui va être mise en place. Merci Marie pour ton témoignage qui donne de l'énergie. Alors pour la suite, c'est une lourde tâche de synthétiser tout ça puisque nous avons eu 250 propositions d'action qui ont émané du terrain. Donc j'ai essayé de les synthétiser puisqu'il y en a qui reviennent quand même de manière récurrente, voilà, un peu par famille d'unités de travail. Alors d'abord, les éducateurs. Quelque chose qui ressort très fort, c'est le besoin d'espace, de temps, de respiration, de décompression et de travail personnel. Voilà, donc il faut qu'on imagine des manières de dégager du temps pour qu'il y ait plus de convivialité, plus de temps pour pouvoir partager sur ses émotions. Alors on a, nous, en place beaucoup de supervision technique, on a des groupes d'analyse de la pratique, mais tout ça, c'est en fait encore tourné vers la pratique. Il y aurait besoin de plus d'espace vraiment tourné vers le partage de ces émotions. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui se fait un petit peu de manière pas suffisamment organisée. Besoin aussi de préserver des temps de pause qui, sur le papier, existent, mais qui sont du pur théorique pour beaucoup, puisque quand il y a des absences, il y a beaucoup de solidarité. C'est super, mais c'est vrai que dans le temps, il y a une usure à pas suffisamment respirer dans sa journée. Et donc créer aussi des temps de préparation. On a eu des demandes d'avoir des vraies journées qualitatives où on travaille en équipe, où on peut préparer et prendre de l'élan pour l'année, par exemple, avant l'arrivée des enfants à la rentrée scolaire. Plus de reconnaissance, bien sûr. Et là, dans chacun des groupes, la question de la reconnaissance financière ressort. Je dirais avec deux choses spécifiques quand même, au-delà d'une augmentation de salaire. Il y a la notion de prime de risque, de reconnaissance d'une pénibilité importante, en particulier dans l'autisme. Il y a quand même une réalité des accidents de travail qui, par leur intensité, peuvent être quand même assez impressionnants et qui appelleraient une certaine reconnaissance. Et puis un appel lancé à la direction de relayer en fait leurs besoins de reconnaissance. Ils savent qu'on n'a pas des marges de manœuvre incroyables surtout, mais on peut au moins être ce relais. Ils sont force de proposition aussi pour l'attractivité. Ils demandent qu'on leur donne plus la parole pour témoigner des aspects positifs de leur travail. Donc ça vient vraiment en écho à ce que nous disait Adrien tout à l'heure. Et puis un axe ergonomie, confort sensoriel. On en parle beaucoup pour les enfants. C'est un aspect important dans l'autisme de veiller au confort sensoriel des personnes. Mais en fait, c'est vrai pour tout le monde. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'interruptions. Il y en a besoin de travailler sur cette ergonomie au sens large. Après, sur l'unité de travail des psychologues,
3 axes. Un premier qui ressort très fort sur l'autonomie dans le travail. Voilà, l'idée de mettre plus de télétravail. Ils ont une forte contrainte temporelle, ils sont au carrefour de beaucoup de publics. Les personnes qu'on accompagne, les familles, ils sont membres de l'équipe de direction, il y a l'aspect partenarial. Donc c'est vrai que d'avoir plus d'autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, de leur travail serait vraiment un apport. L'idée aussi de travailler sur des plages de travail qui sont plus qualitatives et donc de bien définir peut-être les rôles de chacun. Voilà, il y a beaucoup de remplacements qui se font quand des éducateurs sont absents. C'est souvent les psychologues qui vont remplacer. Voilà, il y aurait besoin de limiter ces remplacements. Un deuxième axe pour les psychologues sur la formation des nouveaux professionnels. Ça, c'est vraiment un axe, je pense, très stratégique parce qu'il est facteur vraiment d'usure de ces équipes d'encadrement psychologue. Il faut qu'on gagne en efficience sur la formation des nouveaux professionnels. On recrute beaucoup. Structurellement, on va, je pense, continuer d'avoir un turnover important. Il faut qu'on soit plus efficient pour que ce soit moins usant. Donc ça peut être, je ne sais pas, développer le e-learning, mutualiser des choses au niveau associatif. Il y a des choses à imaginer, mais c'est, voilà, je pense, un axe important. En tout cas, il le mentionne. Et puis un troisième axe de formation pour mieux repérer et accompagner les situations de traumatisme qu'on peut parfois rencontrer dans un contexte d'accompagnement de personnes avec autisme. Au niveau du COPIL, on a aussi fait des propositions. Une première qui est très importante, c'est celle de pérenniser la formation aux risques psychosociaux. Le fait en soi de savoir reconnaître ces risques rend chacun acteur. Et voilà, et en capacité de dire là, j'ai atteint, puisque c'est toujours très personnel, les facteurs de protection ne sont pas les mêmes pour tout un chacun, et donc ça rend les personnes actrices aussi dans ce repérage des risques. Voilà, mettre en place un comité des fêtes, développer la communication interne, ça rejoint vraiment ce que vous disiez en introduction de cette table ronde. On a un collectif qui est très fort, qui est vraiment un facteur de protection sur le pôle autisme. On a besoin d'être meilleur sur redire le sens, pourquoi on fait les choses, pourquoi on accompagne des personnes en situation complexe. Voilà, il y a besoin de plus partager sur le sens de ce qu'on fait. Pour la suite, 2 engagements. D'abord, celui de vraiment poursuivre la dynamique dans le temps. Voilà, donc de communiquer sur l'avancée de la démarche, d'expliquer pourquoi on va retenir ou pas retenir telle ou telle action, de soutenir aussi les pilotes dans la mise en œuvre de ces actions, puisque donc c'est pas, ça va être très partagé en fait la mise en place de ce plan d'action. Et puis je pense important un engagement aussi de partager sur cette démarche qui est quand même assez atypique. Et c'est l'occasion pour moi de vraiment remercier la direction générale de nous avoir soutenus dans la mise en place de ce projet. Voilà, et donc je pense que c'est important qu'on puisse le partager au niveau de l'association, qu'on puisse en parler aussi, en faire un retour aux agences régionales de santé. On voit que ces aspects de RPS, ils sont quand même de plus en plus présents. Par exemple, dans les appels à projets, ils peuvent être discriminants aussi. Donc cette communication est vraiment importante. Partager aussi aux familles. Je pense que c'est important. Elles sont elles-mêmes actrices en fait de cette reconnaissance et de donner du sens au travail des professionnels. Et dans cette valorisation de l'expérience, ça rejoint tout ce qui était dit dans la première table ronde. Je pense que ce qui est très important, qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est de donner la parole aux équipes pour partager cette expérience, que ce ne soit pas juste nous, équipe de direction, mais que vraiment les professionnels de terrain puissent dire ce que ça leur a apporté. Voilà, merci au cabinet Équilibre. C'était vraiment, en soi, la démarche en elle-même a été un vrai temps fort, en particulier dans une année marquée par la crise du Covid. Elle a libéré vraiment beaucoup d'énergie dans les équipes. Donc on est au seuil de la mise en place de ce plan d'action. Mais la démarche en elle-même a vraiment été un temps très qualitatif et très porteur pour chacun de nous. Donc un grand merci pour la qualité de cet accompagnement. Merci beaucoup pour la présentation de cette démarche. On va
On va débuter le dernier temps de cette table ronde avant les questions, bien entendu. Monsieur Sey qui va nous présenter un petit peu la démarche qui a été mise en place pour mieux former les managers au sein de Vivre et Devenir. Alors, c'est un sujet que je vais partager avec Adrien, qui est effectivement l'un des bénéficiaires de cette démarche. Alors, on voit bien que sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, la responsabilité, sans la fuir, il faut obligatoirement que je l'élargisse au maximum des personnes qui sont sur le terrain. Et effectivement, quand on est arrivé en direction de l'association avec Christophe, l'un de nos points, en tout cas de réflexion premier, c'était de dire qu'il fallait, pour justement faire évoluer l'organisation sur un certain nombre de sujets, alors je ne sais pas si ça va, tu y arrives ? C'est bon. Donc sur un certain nombre de sujets, qu'il fallait effectivement que nous puissions en tout cas donner les moyens au sein de l'organisation, à nos cadres, en tout cas de s'exprimer au mieux dans leur fonction de manager. Alors pour deux raisons. La première, effectivement, comme je l'ai indiqué ici, c'est qu'on est une organisation qui est plutôt tournée sur l'innovation et sur la capacité en tout cas de proposer aux personnes qu'on accompagne, comme tu le disais tout à l'heure, le droit en tout cas à l'autodétermination. Et forcément, il faut favoriser un environnement managérial qui puisse permettre justement la prise de risque. Ça a été effectivement un des points d'entrée premiers de la démarche. Et puis le deuxième, comme on vient de le voir là, c'est effectivement que si on veut justement aller sur des logiques de pouvoir d'agir, si on veut pouvoir en tout cas piloter nos organisations avec de la transparence sur des situations qui peuvent être difficiles, il faut le faire et donner les moyens en tout cas aux managers d'y arriver. Et la question de ce management, il m'a interrogé moi personnellement, parce qu'effectivement sur certaines lectures, je constatais que dans les organisations en général, 80% des managers n'avaient pas eu de formation managériale. Et donc voilà, l'objectif retenant aussi ce point a fait qu'on a mis en place cette démarche. Alors on l'a mis en place aujourd'hui avec une logique qui était celle d'ouvrir un campus en ligne et d'accompagner nos managers sur 5 modules, donc les 5 qui sont présentés là, avec l'idée qu'ils puissent être formés à minima un jour par mois sur une période de 10 mois. Nous avons déployé ce parcours depuis le mois de juin 2020. Nous poursuivons encore cette démarche avec un investissement fort de la part de l'association. À ce jour, on a effectivement formé environ 80 cadres et 2 nouveaux groupes là vont s'ouvrir en 2022. Avec l'idée aussi que les personnes déjà formées, pour ne pas faire retomber le soufflet, puissent aller sur d'autres modalités d'accompagnement sur ce sujet-là, avec des webconférences, des journées d'intelligence collective, et de pouvoir poursuivre en tout cas tout le long, je pense qu'aujourd'hui que la démarche est lancée, tout le long de l'arrivée de nouveaux collaborateurs, la démarche engagée. Donc voilà, parce qu'effectivement, je le redis encore, je pense que cette question de l'attractivité des métiers va forcément interroger ce qui était dit en introduction par le premier groupe, notre capacité à donner de l'autonomie à nos salariés, à les faire participer au sens, aux moyens, et qu'avec nos cadres, on puisse effectivement travailler sur les outils de reconnaissance à déployer en interne. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur la démarche. Donc je vais laisser peut-être Adrien reprendre la parole, puisqu'il a été un des acteurs de cette démarche. Merci Adrien. Moi, je tenais à vous raconter ma rencontre avec Vivre et Devenir. Parce qu'il y a quelques semaines, lors d'une réunion projet associatif ici, on m'a demandé pourquoi j'avais postulé et surtout pourquoi j'étais toujours là. Eh oui, et parce que l'attractivité, dès qu'on vient au siège ou même en réunion de direction ou autre, on en parle. Et lorsqu'on m'a posé cette question-là, j'ai été un peu surpris, j'ai pas su quoi répondre tout de suite. Ça m'a fait réfléchir. Et pourquoi j'ai postulé, ça vient d'une innovation et d'un appel à projet qu'a répondu Vivre et Devenir à l'époque sur l'ouverture d'un établissement à la fois handicap, à la fois protection de l'enfance. Donc là, à ce moment-là, je sens que l'association est innovante à ce moment-là.
on me donne un rendez-vous le 16 juillet, je pense que c'est innovant aussi. Et je ne devais pas venir. Je ne devais pas venir parce que j'étais en vacances, parce que j'étais loin. Et je prends quand même le rendez-vous avec la directrice de l'établissement. Et je compte la rappeler quelques jours avant en lui disant « il y a la grève des trains, je ne vais pas venir ». Mais au final, elle me montre une détermination en disant « si, vous arrivez quand vous arrivez, mais je vous vois le 16 juillet ». Donc je me rends au rendez-vous. Au final, on me propose un autre poste sur lequel j'avais postulé. Donc on me propose le poste du CESAD, encore une innovation. Et je rencontre quelques semaines plus tard Youssou Sey dans son bureau, qui me fait un petit cours de majoration des heures supplémentaires. Non, mais c'est réel ce que je raconte vraiment. Et qui me dit une phrase, et je pense que c'est ça qui m'a fait me projeter dans l'association, c'est « j'attends d'un manager qu'il ose et qu'il propose et qu'il innove dans des projets au sein de la structure où il va être ». Et c'est cette phrase qui m'a marqué, c'est cette phrase que je peux répéter aux collaborateurs du CESAD. Et en arrivant en poste, donc maintenant il y a 18 mois, j'ai cette phrase en tête et je vais voir si je peux la vérifier et si je peux mettre en place des projets comme moi je l'entends. J'arrive en poste au mois de septembre et très vite, on me propose des formations managériales. Et en effet, je me retrouve seul à Saint-Denis, éloigné du pôle autisme 93 qui se trouve à Villepinte. Mais on me propose des formations managériales, on me propose des journées de co-développement, des gaps. Et très vite, je me sens vite entouré et accompagné dans mon poste, notamment grâce à ces formations du coup, qu'on a présentées juste avant, malgré qu'elles se soient faites à distance à cause des conditions sanitaires. Mais j'ai pu rencontrer des collègues de Normandie, virtuellement, mais rencontrer quand même. Et on a créé un mini-groupe de managers sur ces demi-journées, sur ces journées, qui nous ont permis de répondre à des questionnements qu'on avait au quotidien et vraiment ressortir de ces journées avec des pistes et des outils qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. Voilà, donc là je sais que ça va reprendre à un moment donné. On m'a aussi, j'ai eu l'écho de journées d'intégration de cadres intermédiaires. Bon, ça fait rêver, hein. J'attends de voir si on va pouvoir les remettre en place à un moment donné. Mais voilà, on a su rendre le poste de chef de service attractif. Enfin, on a su me le rendre attractif. Je sais pourquoi j'ai postulé, je sais pourquoi je suis encore là. Et je sais pourquoi je suis capable de me projeter à court, moyen et long terme dans l'association. Parce que justement, le rôle du cadre intermédiaire est vraiment pris en compte et vraiment pensé dans l'association. Ce qui me permet d'envoyer des messages aux équipes du CESAD et de vraiment mettre en œuvre des projets, innover, oser, c'est ce que je leur dis. Voilà, une équipe d'éducateurs spécialisés, il ne faut pas l'oublier. Le bon sens, je la répète, je pense 15 fois par réunion. S'il y en a qui regardent, là, ils vont rigoler. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir de nombreux projets sur la table et d'innover dans nos pratiques professionnelles, de les faire évoluer et de surtout proposer à nos jeunes que l'on accueille des accompagnements un petit peu innovants tout au long de l'année, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui nous porte chaque semaine et c'est ce qui on peut se projeter comme ça sur des mois et des années à venir, notamment pour les équipes. Donc c'est des pistes que l'on a, qu'on échange ensemble avec les équipes. Donc voilà, je sais pourquoi le matin, je prends ma voiture, je prends le train, je prends le vélo pendant plus d'1 heure pour venir travailler à Saint-Denis. Voilà, merci. Écoutez, merci à vous. Avant de prendre les questions qui ont pu nous être communiquées, je vais me permettre, parce que j'en ai un certain nombre, de vous poser directement une question, notamment à vous, Maë. Finalement, vous êtes en contact avec différents secteurs. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les attentes des collaborateurs changent foncièrement, finalement, en fonction du secteur ou de l'entreprise? Et est-ce que vous voyez des attentes qui seraient vraiment plus fortes dans notre secteur que dans d'autres? Alors, est-ce que les attentes des collaborateurs changent d'un secteur à l'autre? Fondamentalement, sur les fondamentaux de leurs attentes, non.
on retrouve les mêmes attentes en termes de sens, en termes de reconnaissance et de moyens. Ils attendent tous en fait de pouvoir avoir une zone de marge de manœuvre, de savoir pourquoi ils sont là et ce qui est attendu d'eux, et que ce soit un minimum cohérent entre l'idée qu'ils se font et puis ce qu'ils expérimentent. En fait, ce que Adrien dit, c'est qu'il se faisait une idée avant de venir de l'innovation, et qu'en fait, ce qu'il a découvert en étant là, c'est que cette innovation-là, c'était un discours de vérité, que c'était quelque chose qui se traduisait concrètement. Et ça, dans n'importe quel secteur, les collaborateurs en ont besoin. Après, la spécificité dans votre secteur à vous, c'est qu'on a l'impression que le sens est évident. Sauf qu'en fait, chacun a vraiment le sien. Et dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, mais pas forcément à des mêmes postes, donc éducateurs spécialisés, kinés, personnel administratif. Et quand on leur demande, mais en fait, c'est quoi le sens du métier ? Ils n'ont pas tous la même réponse. Il y en a qui vont nous parler de faire grandir et de rendre autonome, là où il y en a qui vont nous parler de faire en sorte que les enfants puissent se conformer pour rentrer dans des cases que la société va leur imposer. Ce qui est quand même pas du tout la même chose et qui ne se traduit pas du tout de la même manière. Et donc il y a une dissonance qui est encore plus forte dans un secteur où le sens pourrait paraître évident. Là où quand on est comptable dans une société de l'industrie, on n'avait pas cet imaginaire-là qui prévalait avant d'arriver. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Si, parfaitement. Je vais transmettre le micro à Leslie qui a quelques questions à relayer, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous en poser encore une ou deux avant de vous quitter. Alors, on a une question de Mathieu Forja, un des directeurs de nos établissements, qui se pose la question suivante. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait travailler à la déculpabilisation du secteur ? Alors, je pense que je vais retraduire sa question. Je pense que en fait, l'idée, c'est de... Je me permets, Mathieu, si tu me vois. Je pense que l'idée, c'est de dire, effectivement, sur la logique de la qualité, dans la transparence qu'on a abordée sur la question de RPS, etc. Le vrai sujet, c'est pas de dire comment on vend la qualité de vie au travail, au service de la qualité de soins en termes de transparence de discours, justement, de discours de vérité. On ne peut pas nier, je veux dire, on ne vend pas des boîtes de conserve, donc forcément, dans un rapport humain, il y a une réalité de risque, de fatigue, d'émotion qu'il faut avoir à traiter, mais ce n'est pas que ça notre réalité non plus. Donc voilà, je pense que la logique de déculpabilisation, c'est de dire aussi qu'effectivement, nous avons des projets humains intéressants à porter avec toutes les difficultés que ça peut concerner, et il nous faut une qualité de vie au service, je le répète, de la qualité des soins. Je pense que je me permets, Mathieu, de traduire avec mes mots le sens que tu voulais donner à la question. Ensuite, ce sont plutôt des suggestions qu'on a de Michel Lepetit. Il parle de partenariats locaux ou nationaux avec des écoles de formation et de réviser notre enquête RH annuelle pour en faire un réel outil. D'autres questions? Non, mais on note les remarques de Monsieur Lepetit. Non, attendez. Tiens. Ah. Alors, donc à la table, on a vraiment la question du sens qui a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la table ronde. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est vécu de façon très personnelle. Donc finalement, comment on pourrait travailler collectivement sur ce sens partagé? Je vais m'essayer au moins un début de réponse. Je pense que comme ça a pu être dit un petit peu tout à l'heure, le sens de son travail, c'est quelque chose de personnel. On peut chacun en avoir une vision un petit peu différente. Et dans des métiers comme ceux du médico-social, le sens peut parfois sembler automatique, normal. Tout le monde l'aurait et tout le monde trouverait le même sens dans son métier. En réalité, ce qui a pu être vu lors des différents ateliers, quand
j'ai eu le plaisir d'écouter un certain nombre de personnes. Chacun trouve un sens bien spécifique et on oublie parfois de permettre aux personnes de l'exprimer, de permettre aux personnes d'en parler avant même d'en parler à leurs responsables, avant même que leurs responsables en parlent aux équipes, mais que les équipes puissent en parler entre elles, puissent le partager, ce qui vient toujours, à minima, permettre de redonner de l'énergie et parfois de se réaligner sur certains sujets. Et je vais poser une dernière question à Youssou, pour qu'il puisse nous présenter peut-être un peu les projets spécifiques à Vivre et Devenir pour justement renforcer l'attractivité en 2022. Alors, je ne vais pas répondre directement à la question de Clovis, mais pour deux raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, après cette demi-journée de travail, je me rends compte que peut-être que depuis le début, je me pose la question à l'envers. C'est-à-dire que, au final, la question, c'est plutôt qu'est-ce que le candidat ou le salarié attend de nous, plutôt que comment je fais pour attirer le salarié dans l'entreprise. Donc peut-être qu'en changeant le sens de la question, je pourrais répondre dans quelque temps à temps raisonnement. Donc voilà. Et effectivement, on a parlé de la question de notre visibilité, on a parlé de la question du sens. Bon, je ne reviens pas. On a parlé de la question de clarifier, de partager, et en tout cas d'être assez transparent sur un certain nombre de sujets. Donc je pense que c'est ce qui va porter en tout cas le sens de nos actions pour arriver en tout cas à avoir un début de réponse sur cette réalité de l'attractivité. Ah ben oui, non mais c'est pas moi qui conclue là, hein. Moi je réponds à la question de Clovis. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais vous remercier chacun pour votre participation. Effectivement, c'était très intéressant. Et je vais passer la parole à Christophe Dueno pour donner la suite et la conclusion de notre sujet.